Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe. Salut, moi c'est Annabelle. Moi c'est Catherine. Et moi, c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler Renée, le temps d'un balado. On est les survenantes. Dans ce 5e épisode des Survenantes, Renée, Annabelle et Catherine visitent l'île luxuriante de Taïwan en compagnie de l'autrice et historienne de l'environnement Jessica J. Lee dans le récit de voyage et écrit de la nature Deux arbres, une forêt. Il raconte comment Lee cherche à faire sens des souvenirs légués par ses grands-parents maternels en explorant le territoire qui a vu sa mère grandir. Dans cet épisode, nous discutons du parcours impressionnant de Jessica J. Lee, de sa quête identitaire et de sa prose à la fois scientifique et poétique. Nous discutons de nos expériences de lecture et comparons les thèmes principaux et le style d'écriture du livre avec ceux de Femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette, sujet de notre 3e épisode. En fin d'épisode, Catherine et Annabelle se gâtent l'esprit et les oreilles en écoutant leur Renée préférée déclarer son amour pour la randonnée en montagne. Vous êtes en compagnie des Survenantes. Rejoignez notre communauté Discord afin de nous faire part de vos impressions, de vos lectures sur la nature et de vos propres aventures en forêt. Cet espace de discussion est ouvert à tous de nos membres Patreon. C'est grâce à vous et à vos réflexions que nous trouvons les moyens et le souffle pour poursuivre cette belle aventure balado. Bonne écoute! Le titre du livre Two Trees Make a Forest réfère au caractère chinois. Le caractère pour le mot arbre, mu, lorsqu'il est écrit 2 fois côte à côte, forme le caractère lien, le mot forêt. Donc, 2 arbres font une forêt. Lors d'une randonnée dans une forêt de cèdres géants, l'autrice fait allusion à la taille des arbres qui sont si grands que 2 d'entre eux pourraient à eux seuls former une forêt entière. Le titre imbrique à la fois un jeu de mots qui verse dans la langue et un constat face à l'immensité de la nature taïwanaise. Jessica J. Lee est canadienne et britannique. Son père est gallois, sa mère taïwanaise et canadienne. Lee vit présentement en Angleterre après avoir passé de nombreuses années à Berlin. Elle est écrivaine et historienne de l'environnement. Two Trees Make a Forest est son second livre. Son premier, un récit de la nature également, s'intitule Turning. Lee a écrit ce livre-là alors qu'elle rédigeait sa thèse de doctorat à Berlin, une période assez difficile où elle se sentait particulièrement seule. Elle s'était alors donné comme mission de nager 52 lacs de l'Allemagne en une année, donc 1 par semaine. C'est le récit d'une année où elle explore à la fois ce pays qu'elle habite et son propre monde intérieur, tout en cherchant à se dépasser. Lee est également la fondatrice de The Willow Herb Review, une revue littéraire en ligne et gratuite d'accès, dédiée aux écrits de la nature par des auteurs et des auteurices racisés. Et maintenant, Catherine va nous résumer le livre en 280 caractères. Jessica Lee nous relate son pèlerinage à Taïwan, terre d'accueil pour ses grands-parents à l'issue de la guerre civile chinoise et lieu où sa mère a vécu sa jeunesse. Elle s'imprègne de la langue et du territoire et navigue les eaux de mémoires intergénérationnelles fragmentées. Alors, pour un résumé un peu plus détaillé, suite au décès de sa grand-mère, la mère de Lee va trouver une longue lettre écrite par le grand-père qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et qui est décédé quelques années auparavant. Cette lettre raconte des moments clés de la vie de Gong, Gong étant l'appellation chinoise de grand-père. Lee va décider alors de passer quelques mois à Taïwan, le temps de faire connaissance avec cet endroit, ses paysages, ses créatures, à pied ou en vélo. Elle parcourt les montagnes, les vallées, les plaines de Taïwan et nous fait connaître l'histoire humaine, animale, naturelle, géologique et linguistique de ces lieux. C'est un livre qui nous en dit autant, sinon plus, sur l'histoire de cet endroit que sur l'histoire familiale de Lee. Dans les premières pages du livre Two Trees Make a Forest, Jessica J. Lee nous dresse une liste d'événements historiques qui sont vraiment importants pour bien comprendre le parcours migratoire de sa famille. D'abord, l'île a été formée il y a 9 millions d'années, ce qui est assez jeune en termes géologiques, de ce qu'on a compris dans le livre, mais l'île est habitée seulement depuis 10 000 ans environ. À partir du 17e siècle, Taïwan va être convoité par les Chinois, puis par les Européens pour sa position stratégique puis ses ressources naturelles aussi.
Au courant du même siècle, l'île va connaître un afflux vraiment important de migrants qui proviennent de la Chine continentale, donc plus particulièrement des provinces du Fujian et du Guangdong. Taïwan devient aussi un laboratoire vraiment fascinant pour les chercheurs qui vont venir y étudier sa biodiversité qui est impressionnante. L'île est sous le contrôle chinois pendant environ 200 ans, jusqu'en 1895, qui marque la capitulation de la Chine face au Japon à la suite de la Première Guerre sino-japonaise. La vie de Po, la grand-maman de l'autrice, va être totalement chamboulée en 1937 pendant l'invasion japonaise qui marque le début de la Seconde Guerre sino-japonaise. À l'âge de 13 ans, Po va fuir Nanjing parce que sa ville natale connaît alors un massacre sans précédent aux mains des soldats japonais. Entre-temps, il y a la guerre civile qui fait rage avant l'invasion japonaise. Cette guerre civile-là va recommencer entre les forces du Kuomintang et celles du Parti communiste chinois, ce qui pousse Po à se réfugier à Taïwan en 1949. La perte de sa famille restée sur le continent, si brutale fut-elle, était un épisode que Po partageait volontiers avec nous. Nous en avions porté le deuil, avec les maigres moyens à notre portée. Je m'étais souvent rattachée à cette histoire pour glaner un semblant d'explication, à sa colère, à la distance qu'elle avait forgée entre nous tous, sans jamais trouver satisfaction dans ses raisons. Mes réflexes instinctifs, mettre de l'ordre et du sens dans le passé, le rendre intelligible, tombaient à plat. Il y avait des mots qu'elle ne pouvait pas articuler, des explications logées dans les ténèbres entre le sentiment et la forme, et nulle part ailleurs. Il existe des pertes impossibles à distiller dans de simples histoires. La vie de Gong, le grand-père de Jessica J. Lee, va être tout aussi affecté par des décennies de conflits armés. En fait, il connaît très bien la guerre parce qu'il y participe en quelque sorte en faisant partie de la Air Force et les pilotes d'avion à cette époque-là. En 1950, le Kuomintang va se retirer à Taïwan. La guerre civile va prendre fin en Chine. Pendant plusieurs décennies, les Chinois qui vont avoir quitté le continent pour s'installer à Taïwan n'auront pas le droit de retourner dans leur pays natal. Ça va être le cas des grands-parents maternels de l'autrice qui peuvent pas y retourner parce qu'il y a une interdiction de voyagement entre les deux territoires. Dans les années 70, la maman de l'autrice et ses grands-parents s'installent dans le coin de Niagara Falls, en Ontario. Puis ils vont abandonner derrière eux leur carrière respective, puis malheureusement, ils vont pas retrouver l'équivalent dans leur nouveau pays d'accueil. J'ai mis beaucoup de temps à lire Deux arbres, une forêt. J'ai lu Two Trees Make a Forest en anglais, mais je trouve ça plus facile de dire le titre en français. Parce que c'est un livre dense dans lequel il y a comme à la fois écriture scientifique, récit de famille, introspection. J'ai l'impression que ça va peut-être revenir dans notre discussion, mais qu'on peut s'entendre sur le fait que c'est pas un livre qu'on lit facilement après une journée de travail. C'est un livre un peu impossible à lire au lit. Moi, je lisais une phrase puis je tombais endormie. Et vraiment pas parce que c'est un livre ennuyeux, mais vraiment parce que j'avais plus assez de concentration pour absorber la densité de ces 180 pages-là. Donc, j'ai dû sculpter du temps un peu dans ma semaine pour lire le livre à tête reposée. Donc, prendre des moments pour vraiment me concentrer sur les phrases, sur les mots. Puis, je l'ai lu sur ma liseuse. Donc ça a été un bel avantage pour moi parce que qui dit liseuse dit dictionnaire. J'allais dire la même chose. Ah ben voilà, fait que j'ai vraiment fait usage du dictionnaire, surtout pour ce qui a trait aux termes de géologie, de la nature. Puis après j'ai fait beaucoup de Google en cherchant pour voir les oiseaux dont elle parlait, les montagnes, les cartes. Au fil de cette lecture-là, j'ai aussi été vraiment touchée par le style de l'autrice, que je trouve c'est comme un tour de force de parler de choses aussi concrètes que la nature, les phénomènes géologiques, puis d'y entremêler une histoire de famille qui est assez difficile, qui est complexe, qui est pleine de mystères. Des fois, je lisais les passages sur les montagnes, j'étais comme, OK, là, je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé à Gong puis à Po, tu sais, comme, laisse faire, là, les montagnes, genre, qu'est-ce qui est arrivé à tes grands-parents? Donc, pour moi, il y avait comme un peu un déséquilibre entre ces parties-là, mais au final, je pense que c'est une lecture qui a été extrêmement enrichissante pour moi. J'ai envie de faire un petit détour pour mentionner aux personnes qui nous écoutent que dans une autre vie, j'ai étudié le mandarin à l'université. C'est pendant un échange de 2 mois en Chine que j'ai rencontré Catherine. Dans mes cours à l'université, on parlait beaucoup de Taïwan. Donc, c'est sûr que quand je suis partie en voyage avec mon chum pour notre long voyage en 2019, on a mis Taïwan sur notre itinéraire. C'était un must. Je voulais absolument y aller.
Puis honnêtement, c'est une des plus belles expériences de voyage de ma vie, en fait. Mais je partage vraiment ton expérience de lecture. En fait, j'ai eu besoin, moi aussi, sur ma liseuse de mon dictionnaire assez souvent. Je considère que j'ai un bon niveau d'anglais, mais là, c'est un niveau d'anglais qui était quand même assez enrichi avec des termes très spécifiques, des couleurs, des sensations. Je l'ai lu au début de l'année 2021. Ça faisait pas longtemps que le livre était sorti. J'en avais entendu parler sur une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. C'est la chaîne de Britta Boller, qu'elle appelle affectueusement The Second Shelf. Elle ne fait que des critiques de livres écrits par des femmes. Donc, ce livre-là est tombé sur mon radar. Et je me suis dit, ça parle des deux choses que j'aime le plus, nature et Taïwan. Alors, c'est sûr que je dois lire ce livre-là. J'ai beaucoup aimé comment elle a mélangé justement son expérience dans la nature avec le récit familial. De mon côté, moi, ça m'a pas dérangé vraiment là, qu'on coupe l'histoire familiale avec une description. Je trouvais que ça aérait un peu le texte. Puis si elle avait juste fait une histoire familiale ou juste le récit de ses randonnées, ça aurait pas donné la même chose. Alors moi, je connaissais pas grand-chose de Taïwan. Comme Annabelle l'a dit, on s'est rencontrés en 2009? 2010. 2009-2010, en Chine. On a fait un échange étudiant de 2-3 mois ensemble là-bas. Puis moi, en fait, après ça, je suis partie vivre en Chine. J'ai vécu là-bas pendant 4 ans. Pour moi, évidemment, Taïwan, c'est un lieu qui m'intéresse. J'avais pas vraiment creusé le sujet avant aujourd'hui. Quand j'habitais en Chine, c'était un sujet quand même tabou. Alors c'est ça, je connaissais pas grand-chose de Taïwan. J'en ai vraiment beaucoup appris. Je connaissais les grandes lignes de l'histoire, mais c'est tout. Moi, j'ai vraiment une expérience de lecture très similaire à la vôtre. Ce livre-là avait vraiment tout pour me séduire à la base. J'en avais entendu parler, je sais plus trop comment, peut-être à travers CBC. Mais tout d'abord, il faut que je vous parle de la couverture, parce que moi, j'ai acheté un exemplaire papier. Et la couverture est juste magnifique. C'est une couverture de l'illustratrice britannique Harriet Lee Merian. Et c'est vraiment un super format. C'est du paperback, c'est une couverture souple, un beau papier épais. C'est aussi un livre à la tranche qui est opposé au dos, la gouttière. Donc, j'ai appris beaucoup de terminologie sur le livre cette semaine. La gouttière qui est non rognée. Hein? Ça, c'est quand le livre est comme pas coupé égal. J'ai acheté début 2021, pas longtemps après qu'il ait été publié. J'ai attendu fébrilement que ma librairie m'appelle pour me dire qu'il l'avait reçu. J'étais allée le chercher super rapidement. Je l'ai entamé, j'ai lu 10 pages. Je l'ai laissé de côté dans ma pile à lire à côté de mon lit pendant comme 1 an. Après, Annabelle l'a lu, Annabelle m'en a parlé. Puis après, on en a discuté comme choix de lecture pour le podcast. Mais ça m'a pris vraiment longtemps de le reprendre. Il était tout le temps là comme ça va être le prochain. Je savais que ça serait une lecture demandante. Puis je pense que c'est surtout ça qui a fait que ça a pris beaucoup de temps avant que je m'y remette. Finalement, j'ai réussi à lire, à sculpter du temps, là, moi aussi, à travers les fins de semaine. Puis je l'ai fini il y a comme 3 jours. Mais c'est vraiment une lecture qui en vaut la peine. C'est pas un langage qui est rébarbatif, loin de là. C'est une prose, au contraire, qui est hyper riche, qui est luxuriante, qui est sublime, même par endroits. Mais c'est aussi un texte qui tombe, je trouve, vraiment souvent dans le langage scientifique. On se rapproche davantage de l'écriture universitaire avec Jessica J. Lee que, par exemple, avec Anaïs Barbeau-Lavalette. On n'a pas du tout ce non, truc-là. C'est vraiment ça. Je pense que le fait que c'est une universitaire, ça transparaît beaucoup dans le livre. Par rapport au ratio informatif/scientifique versus le récit de vie, là, je suis plus comme René. J'ai trouvé que des fois, je me disais, OK, c'est bien beau, là, c'est vraiment fascinant, ça a l'air tellement magnifique. Est-ce que je peux en apprendre un peu plus sur la vie de tes grands-parents, s'il te plaît, maintenant? C'est vraiment les parties qui me captivaient, puis j'en aurais pris un peu plus. C'est surtout des bribes qu'on a, des aperçus, des impressions aussi de, tu sais, qu'est-ce que le paysage va évoquer en elle, ou comment... Elle a choisi son thème, celui de l'appartenance, celui de la mémoire, puis elle stick là-dessus. Hein? Elle va pas au-delà de ça vraiment. Alors quand elle parle d'elle, c'est vraiment par rapport à son héritage. On va pas aller plus loin que ça. J'ai l'impression aussi que, étant donné qu'elle est historienne de l'environnement, elle s'est fait plaisir dans ce livre-là. J'ai l'impression qu'elle beurre épais, mais c'est par pur bonheur. Ça a dû être une expérience d'écriture très intéressante pour elle. Puis imagine-toi quand elle se promène dans la forêt, là, elle est capable de dire ces montagnes se sont formées il y a tant de millions d'années, tel type de roche est typique à telle région et tels arbres poussent après tel phénomène. Et moi, quand je me promène dans une forêt, je sais pas, moi, si je suis dans une forêt vierge. Ah, c'est beau! C'est beau! Ah, je connais rien! Ça sent bon! Ah, il y a de la mousse sur les arbres, c'est tout! Moi aussi, les filles, je suis déjà allée en Chine. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Non. C'est drôle. Je
suis allée en Chine en 2007 avec un orchestre des jeunes, donc avec l'orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick. Je suis allée à Beijing pour une semaine, puis on a passé une autre semaine dans la province de Hebei. Donc j'étais adolescente, donc c'était vraiment 2 courtes semaines en Chine. C'était mon premier grand voyage, c'était hyper dépaysant. Pour moi, ça a été comme une croquée, là. J'ai juste passé, puis c'était pas assez long, puis j'étais trop jeune aussi pour partir. J'avais 15 ans, là, pour partir avec mon sac à dos, puis dire, bon, ça y est, maman, je pars en voyage. Mais ça m'a donné le goût. J'aimerais vous parler un peu du genre de Two Trees Make a Forest. C'est super intéressant parce que dans notre lecture, on suit Li, qui nous présente ses réflexions sur les écritures de la nature, puis ses propres découvertes à elle. Donc, elle nous parle de la tradition taïwanaise. On la suit au fil du récit dans ses lectures, dans sa découverte de cette tradition qui a connu un riche essor dans les années 70 et 80. Contrairement à la tradition britannique avec laquelle l'autrice est très familière, les écritures de la nature taïwanaise baignent davantage dans l'activisme que dans l'idéalisation de la nature. De manière plus générale, la tradition littéraire taïwanaise s'est forgée en réponse à l'oppression, que ce soit contre les tentatives japonaises d'étouffer l'héritage chinois de l'île dans les années 20 ou contre la loi martiale imposée jusqu'en 1987. La nature y a toujours occupé une place prépondérante. Malheureusement, comme le déplore Li, les ouvrages des auteurs et des autrices de la tradition taïwanaise des écritures sur la nature sont très peu connus à l'extérieur de l'île. Puis, pour essayer de pallier ce vide et faire connaître les écritures taïwanaises de la nature à un plus grand public, Li a dédié, comme en parlait tout à l'heure Catherine, un volume de sa revue littéraire The Willow Herb Review à la traduction de quelques textes forts du genre taïwanais. C'est notre deuxième épisode, les filles, sur les écritures de la nature. J'ai envie de vous demander comment ça s'est passé pour vous, vos réflexions par rapport à votre première lecture pour le balado, donc Femme-forêt, puis aujourd'hui, Deux arbres, une forêt. Mais c'est radicalement différent là, comme expérience, puis comme bouquin. On est vraiment moins dans l'intimité. D'abord, hein, Anaïs Barbeau-Lavalette, même si elle se met en scène dans le livre, on le sait que ça parle de sa réalité, puis elle va vraiment beaucoup dans l'intime. C'est aussi le récit d'une femme seule et indépendante. Moi, ça m'a fait beaucoup rêver, ça m'a beaucoup ramené à ma vingtaine, mais étant mère maintenant, c'est certain que Femme-forêt vient m'inspirer d'une façon différente. Hein, que Anaïs Barbeau-Lavalette est dans le soin de vraiment de personnes dépendantes d'elle, puis aussi dans un contexte de pandémie, de confinement. Alors ça, il y a vraiment une espèce de, de responsabilité inéluctable qui va au-delà de ta propre quête personnelle, tandis que Jessica J. Lee dans Two Trees Make a Forest, là on est vraiment comme dans le dépassement personnel en tant que femme aussi, que ça soit par l'écriture ou par la randonnée ou le voyage. Ça, j'ai trouvé ça tellement inspirant. Puis c'est un peu ces 2 femmes super fortes là, créatives, qui sont comme un peu 2 aspects de ma personnalité, de ma vie. De mon côté, ce qui était un peu plus marqué comme différence entre les 2 livres, c'est vraiment la différence dans les quêtes. Donc, comme tu l'as mentionné, pour Jessica Lee, on est dans la quête personnelle, on est dans la quête des racines, on cherche à comprendre d'où on vient. Puis on cherche aussi à se reconnecter avec un territoire qui est très important dans l'histoire familiale. Puis du côté d'Anaïs Barbeau-Lavalette dans Femme-forêt, on est dans la fuite. On est dans la fuite, on fuit la ville, on fuit la pandémie, on s'en va se réfugier dans la nature. On est vraiment dans 2 quêtes totalement différentes, mais ce que j'ai remarqué qui était commun dans les 2 livres, c'est comment la nature est bénéfique, comment on vient chercher de l'inspiration, on vient chercher de la sérénité, du repos. Oui, puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que les 2 autrices ont des postures radicalement différentes. On a une touriste de la nature, Anaïs, qui débarque et qui apprend, qui est vraiment dans un statut de illettré de la nature, si on veut, qui est là pour en connaître davantage puis créer un premier lien. Puis on a une autre autrice qui est experte de la nature. Il y a l'importance de la langue aussi. La langue joue vraiment un rôle central, que ce soit chez Barbeau-Lavalette ou chez Lee. Anaïs veut apprendre les mots pour savoir nommer les choses, pour pouvoir entamer une relation avec le monde naturel. Tandis que Lee sait les mots, sait les concepts, mais connaît très peu ce territoire-là. Et va essayer d'appliquer son savoir, qui est somme toute très occidental et de l'hémisphère nord, la forêt boréale, etc., à un paysage complètement autre qui vient vraiment la surprendre. C'est ça. Et dans son rapport à la nature, elle se dit j'ai des choses à apprendre, puis elle débarque pas du tout comme l'experte qui doit coloniser, qui est un peu l'histoire de l'île, tu sais, nommer pour dominer. Vraiment, elle est dans le nommer pour appartenir, si on veut, tu sais, pour mieux comprendre
qu'est-ce qui l'attire vers ces montagnes-là? Alors, c'est vraiment comme, c'est pas juste deux postures, hein, c'est deux points de départ, comme, qui se situent à des opposés, vraiment. C'est rassurant de voir qu'on peut venir de différents points de vue, de différents héritages, et puis aussi, en tant que femme, encore une fois, de se dire, j'ai des choses à dire, peu importe mon niveau d'expertise ou mon vécu. La pluie se met à tomber en petits clapotis, alors je presse le pas jusqu'à un escarpement surgi de la verdure. L'eau éveille à la vie les mousses massées sous les corniches, nimbant racines d'arbres et roches à demi ensevelies d'un lustre éclatant. Des cordes élimées bordent le chemin et je m'y agrippe pour me hisser jusqu'en haut, couverte d'une croûte rouge et or, la couleur du sol que je grimpe. Dans l'urgence du mouvement, plus rien hormis tenir debout et aller de l'avant ne semble avoir d'importance. Mon souffle vire au râle comme je gravis une montée s'étirant sur des centaines de mètres. J'ai été marquée dans ma lecture par les passages où l'autrice nous fait le récit de ses randonnées en montagne, plus précisément dans la montagne de la chaîne centrale de Taïwan, la chaîne de Shenyang, qui sépare presque toute l'île du nord au sud, isolant la partie ouest de Taïwan. J'ai toujours dit que mon élément naturel à moi, c'était la montagne. Dans les régions planes, je me sens pas chez moi. Je fouille l'horizon sans arrêt pour trouver la moindre butte à laquelle je pourrais accrocher mon regard. Je suis bien dans les côtes et les montagnes, je me sens géante et minuscule à la fois, je respire profondément, je m'essouffle, mon cœur s'emballe, puis tranquillement, je m'habitue. Je suis euphorique quand mes efforts pour me tirer vers le haut, littéralement, me mènent à un lac ou à une clairière, comme si la montagne me dévoilait ses secrets. Mais tout ça, c'est quand il fait beau, quand j'ai pas mal aux genoux, pas d'ampoule, quand je suis pas immobilisée par le vertige, quand je suis pas à court de souffle et d'énergie, quand je ne trébuche pas sur chaque racine sur mon chemin, sur chaque amas de pierre à mes pieds, quand le sommet ne se sauve pas à chaque pas que je fais vers l'avant. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle Jessica J. Lee au fil de notre lecture. La randonnée, ce n'est pas facile. Il faut être préparé, ça peut être éprouvant physiquement et psychologiquement, et parfois même dangereux. Les conditions météorologiques en montagne sont presque imprévisibles et changent rapidement au gré des heures qui passent. On retrouve chez Lee tout un éventail d'expériences physiques et émotionnelles, allant des pieds trempés au découragement en passant par la peur de chuter et la joie de recevoir la visite d'un oiseau rare. Il faut aussi mentionner la terreur suscitée par son face-à-face avec un macaque agressif dans le creux de la forêt taïwanaise. Pour moi, tous ces passages ont rendu ma lecture d'autant plus délicieuse. J'y ai rencontré l'écho décuplé de mes timides aventures en montagne. J'ai apprécié l'honnêteté de l'autrice. Elle se dit coupable d'idéaliser ses randonnées en montagne, d'avoir des attentes avant de partir, ce qui fait qu'elle est très souvent déçue. C'est d'ailleurs quand elle s'y attend de moins qu'elle est émerveillée par ce qui l'entoure. Deux arbres, une forêt de Jessica J. Lee a été traduit en français par Morgane Cezanna et publié chez Marchiali en 2022. Sa version originale anglaise, Two Trees Make a Forest, est parue au Royaume-Uni en 2019 chez Virago Press et chez Penguin Random House au Canada en 2020. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'histoire, de la faune et de la flore de Taïwan. Dites-nous, est-ce que Deux arbres, une forêt vous a donné envie d'explorer la nature taïwanaise? Connaissez-vous d'autres écrits de la nature qui comportent une quête identitaire comme celle de Lee? Partagez-vous la même affection sincère de René pour les montagnes et la randonnée? On a hâte de vous lire et de poursuivre cette discussion avec vous. Notre espace de discussion Discord est ouvert à tous de nos membres Patreon. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram ou visiter notre site web. Être membre des Survenantes sur Patreon, c'est aussi avoir accès à une série de mini-épisodes, ainsi qu'aux bloopers de chaque saison, c'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander des suggestions lecture personnalisées à n'importe quel moment. C'est la chance d'être salué en fin d'épisode et de participer à notre processus de création en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs et notre travail créatif. Vous nous permettez aussi de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité.
Vous venez d'entendre le 5e et dernier épisode de la première saison des Survenantes, une création balado de Catherine, Annabelle et Catherine. Au montage, Annabelle et au mixage, René. La musique est de Zapsplat. Un merci tout spécial à Angelos Coulon pour le graphisme et la création de notre site web, ainsi qu'à notre photographe Clémence Lenné. Merci à nos amoureux pour leur soutien et à Pierre-Luc Gosselin pour ses conseils techniques. Enfin, un énorme merci à vous, notre belle communauté Patreon. À bientôt!